Fanny Gallois, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans les locaux de Peuple Solidaire. Tout à fait. À Montreuil. C'est ça. Et vous êtes? Et je suis donc Fanny Gallois, je suis responsable des campagnes pour Peuple Solidaire en association avec ActionAid. Je gère l'ensemble des campagnes sur l'ensemble des thématiques sur lesquelles travaillent Peuple Solidaire et ActionAid. Vous, comment avez-vous rejoint Peuple Solidaire? Alors moi j'ai fait, effectivement j'ai fait des études de droit, un peu par défaut, je dois dire. Je voulais rester dans une voie un peu généraliste et puis j'ai fait du droit privé, du droit des affaires, ça ne me plaisait pas vraiment. J'ai découvert les droits humains, les droits de l'homme, on appelait ça à l'époque. On appelle toujours ça dans certains milieux. Et là, ça m'a davantage intéressée. Je me suis dit, tiens, avec cette catégorie de droits-là, on peut peut-être faire bouger des choses et faire changer un peu les règles dans la société, et notamment au niveau international. Donc, au sortir de mes études, effectivement, je me suis demandé où je pourrais travailler. J'ai pensé aux organisations internationales. Je me suis vite rendu compte qu'effectivement, les organisations internationales étaient un peu lentes et un peu difficiles à faire bouger. J'ai découvert le monde des ONG, et notamment des petites ONG qui, elles, font des choses extraordinaires avec très peu de moyens, qui sont fatiguées aussi et qui ont besoin de soutien parce que justement elles ont très peu de moyens. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et mon premier travail, ça a été Peuple Solidaire. Mais j'ai commencé à notre bureau rennais, dans ce qui s'appelait à l'époque le réseau Solidarité, qui était une catégorie de Peuple Solidaire et donc le réseau de militants qui soutenaient les appels urgents, justement, qui participaient aux appels urgents. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ces compétences, ou en tout cas cette expérience sur les plaidoyers, c'est justement, je pense, et c'est la force de Peuple Solidaire, d'avoir commencé sur les appels urgents, donc les cas très concrets de violation. Le lien avec les organisations civiles au Sud, qui peuvent être des organisations de 2-3 personnes, ou de centaines de personnes, ou de milliers de personnes, mais un lien très direct avec ces gens qui ont la considération et des contraintes très précises, très locales. Ça m'a permis d'avoir justement conscience de quelle est la réalité sur place. L'accord qui vient d'être signé par certaines multinationales, combien de multinationales aviez-vous visé au départ ou étaient concernées? Combien ont signé aujourd'hui? Alors, ce qui est très bon signe, c'est qu'en fait, au départ, nous, on avait lancé cet accord avant le drame du Rana Plaza. Donc ça fait depuis 2008-2009 à peu près qu'on a demandé aux multinationales qui se fournissent au Bangladesh de se rencontrer, de discuter en présence des syndicats locaux, des représentants des travailleurs, pour trouver des moyens de prévention des accidents et sécuriser un petit peu les usines, parce que depuis 2005, on les alerte sur ce problème de sécurité, sur les incendies à répétition, sur les écroulements d'usines, etc. Ce qu'on voulait, c'était responsabiliser les donneurs d'ordre, donc leur dire « réunissez-vous sur place avec vos fournisseurs, avec les syndicats, discutez des moyens de sécuriser les usines ». Certains avaient déjà pris le parti de le faire, d'autres pas. Les négociations avaient avancé et avaient abouti effectivement à cet accord, qui était quasiment l'accord définitif qu'on connaît aujourd'hui, à quelque chose près. Mais seules 2 entreprises l'avaient signé à l'époque. 2 entreprises, une qui s'appelle Philips Van Heusen, qui est une entreprise américaine qui possède notamment Tommy Hilfiger et Calvin Klein, les 2 marques américaines. Et une autre, Tchibo, qui est un distributeur allemand un peu plus petit. On espérait que 4 marques, ça c'était avant le drame du Rana Plaza, que 4 grandes marques le signent, y compris ces 2 marques-là, pour représenter quand même un parc fournisseur à peu près conséquent et pour avoir un impact sur l'ensemble des conditions de travail du secteur. Et puis il y a eu le drame du Rana Plaza, qui a évidemment précipité les choses et qui a fait qu'aujourd'hui on est à plus de 50 marques qui ont signé cet accord et qui donc vont s'engager dans ce processus-là. Donc on est évidemment ravis qu'il y ait autant d'entreprises qui l'aient signé, déçus qu'il ait fallu attendre un drame comme celui-ci pour qu'elles le fassent, évidemment. On aurait préféré que les marques le fassent spontanément et qu'elles le fassent plus tôt, parce que si elles l'avaient fait plus tôt, on aurait pu éviter le drame du Rana Plaza, ce qui aurait été quand même plus intéressant. Maintenant, l'urgence, c'est effectivement de mettre en œuvre cet accord et de faire en sorte qu'elle soit un maximum à le signer, parce que même si plus de 50 l'ont signé à l'heure actuelle, ce qui est un très bon résultat, ça n'est pas encore l'ensemble des entreprises qui se fournissent sur place. Donc on attend notamment en France à ce que d'autres entreprises le signent. On en est à 4 entreprises françaises qui l'ont signé, Carrefour, Camaïeu, Auchan, Leclerc qui devrait le signer bientôt. A priori, il y a d'autres entreprises comme Casino qui sont sur les rangs. Donc il faudrait vraiment que l'ensemble des entreprises qui se fournissent là-bas, et notamment en France, parce qu'elles ont mis du temps à se réveiller, le signent dans les plus brefs délais et qu'elles le mettent en œuvre, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des dangers
Et donc, un nouveau Rana Plaza pourrait avoir lieu à n'importe quel moment. Quels sont vos moyens de suivi dans le temps lorsqu'un accord tel que celui-là est signé? Parce qu'il faut suivre les pratiques de toutes ces multinationales, c'est énormément de moyens. Comment est-ce que vous allez sur place? Quels sont vos moyens C'est la grosse difficulté dans ces cas-là, et la force, encore une fois, de notre réseau, c'est le lien avec les partenaires locaux. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui faisons le travail de suivi, ce sont les organisations localement qui, elles, sont au contact quotidiennement des travailleurs, qui vont pouvoir nous faire remonter la situation, des nouvelles et nous dire, voilà, les violations perdurent ou les violations où il y a des améliorations sur place. Et nous, on se base là-dessus. C'est notre seule preuve, c'est la seule chose sur laquelle on peut vraiment compter, c'est la seule information réellement indépendante à laquelle on ait accès. Donc on leur dit, si vous nous dites qu'il y a des améliorations, ça veut dire que les choses avancent. Si vous nous dites qu'il y a encore des violations, dans ce cas-là, on va continuer à faire remonter les violations qui perdurent et demander des comptes, évidemment, à ceux qui sont supposés appliquer l'accord, en l'occurrence. En plus de cela, dans cet accord, on a bien fait attention à ce qu'il y ait, pour une fois, des mesures contraignantes qui soient prises et des sanctions, entre guillemets. C'est-à-dire que, pour la première fois, cet accord prévoit d'être opposable en justice si les parties qui l'ont signé n'appliquent pas leurs engagements, ne mettent pas en œuvre leurs engagements. Donc, potentiellement, une entreprise donneuse d'ordre qui a signé cet accord, qui s'est donc engagée à sécuriser ses usines et qui ne le ferait pas, pourrait être traduite devant des tribunaux en Europe pour lui demander des comptes. Ça n'est pas l'idéal, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit souvent, cet accord, c'est un grand pas en avant, mais c'est un constat d'échec. Parce que théoriquement, ce sont les autorités locales qui sont responsables de ce type de régulation. Donc ça devrait être les autorités du Bangladesh, ça devrait être les autorités françaises, européennes, qui devraient prendre ces mesures. Faute de mieux, et en attendant que ces mesures soient prises, ça permet de parer aux besoins urgents des populations locales. Mais effectivement, l'application ne sera pas aussi satisfaisante que s'il s'agissait de régulation internationale ou nationale, mais en Europe, assortie de sanctions qui contraindraient ces entreprises à appliquer à respecter les droits de l'homme dans tous les pays dans lesquels elles interviennent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe à partir du moment où il y a une catastrophe qui fait qu'effectivement là, vous pouvez réunir des gens qui peut-être ne seraient pas mobilisés autrement? Alors évidemment, ça dépend beaucoup de la dimension du drame ou de la dimension des violations qui ont lieu. Nous, on agit indifféremment sur des cas, par exemple, là, on vient de lancer un appel urgent sur la Tunisie qui concerne quelques centaines d'ouvrières qui travaillent pour du câblage aéronautique, qui produisent des câblages aéronautiques pour les grands avionneurs, y compris des avionneurs français en Tunisie, et qui défendent leurs droits, leur liberté syndicale. L'ATECOR, exactement, qui est l'entreprise française qui a délocalisé une partie de sa production en Tunisie et qui viole les droits des travailleurs sur place et qui, face à une organisation syndicale qui s'est créée pour défendre les droits de ces travailleurs, a décidé de se débarrasser tout simplement des travailleurs en les licenciant. Donc ça, c'est une atteinte évidente à la liberté syndicale qui ne concerne encore une fois que quelques centaines de personnes et qui ne fait pas la une des médias. À côté, vous avez effectivement le drame du Bangladesh, le Rana Plaza, cet immeuble qui s'est effondré le 24 avril dernier et qui a fait des 1129 morts selon les dernières informations que nous avons, donc qui est un drame d'une ampleur évidemment beaucoup plus importante. Pour nous, le problème est le même. C'est-à-dire que ce que nous défendons, c'est le principe de respect des droits humains. Que ce soit pour quelques dizaines d'ouvriers ou que ce soit pour des millions d'ouvriers ou de millions de paysans, le principe est le même. Et quand on ne respecte pas le droit d'un seul individu, c'est exactement pareil que si on ne respecte pas le droit de milliers d'individus. En revanche, effectivement, notre travail s'adapte en fonction de la dimension des événements, puisqu'on est obligé d'adapter la stratégie. Les gens ne réagissent pas de la même manière en fonction des cas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part toujours de la base, c'est-à-dire qu'on a des organisations locales. Encore une fois, notre travail, c'est un simple travail de relais et d'organisation de relais de l'information. Donc on part du travail de ces organisations de la société civile. En Tunisie, ça va être le syndicat de l'usine qui s'est créé en réaction aux violations des droits des ouvrières. Au Rana Plaza, ça va être l'ensemble des syndicats du Bangladesh et des ONG qui représentent les intérêts et qui défendent les intérêts des travailleurs du textile et qui se mobilisent pour obtenir un accord de prévention de la sécurité, pour la prévention des accidents dans les usines au Bangladesh et l'indemnisation pour les victimes.
Dans les deux cas, notre objectif à nous, c'est de relayer l'information, identifier les décideurs qui peuvent avoir une influence sur cette situation. Alors ça va être souvent des décideurs, évidemment, des dirigeants d'entreprise, par exemple, qui investissent à l'étranger, qui profitent de cette situation, qui exploitent des ouvriers pour se faire des bénéfices et qui ont un impact direct sur la situation sur place. Ça peut être aussi des décideurs politiques, que ce soit les décideurs locaux sur lesquels on peut avoir une influence, puisque l'opinion de la communauté internationale est importante pour ces gens-là. Leur réputation est importante s'ils veulent continuer, par exemple, à attirer l'investissement étranger, typiquement. Ça peut être aussi des décideurs en France. Sur le cas du Rana Plaza, par exemple, on a aussi interpellé les autorités françaises pour leur rappeler leurs responsabilités dans ce genre de drame et leur dire, voilà, s'il y avait un recours contre les entreprises françaises qui se fournissent à l'étranger en violant les droits humains, ce genre de situation n'aurait peut-être plus lieu. Donc vous avez aussi une responsabilité, vous devez prendre des mesures pour responsabiliser vos entreprises qui se fournissent dans ces pays-là. Et là, vous avez, il y a du répondant quand vous arrivez vers les politiques avec ce type de discours? Alors, le répondant est différent en fonction des cibles, effectivement, auxquelles on s'attaque. Pour ce qui est des entreprises, là où le bas blesse, je dirais, leur point faible, leur talon d'Achille, c'est vraiment la réputation et l'image de marque. Donc, on essaye vraiment de mettre ça en cause. On ne va pas forcément tout de suite salir leur image de marque, ce n'est pas notre objectif, hein, encore une fois. Nous, notre objectif, c'est d'ouvrir la négociation avec les organisations locales, c'est de permettre un dialogue. Donc, on va d'abord agir derrière les rideaux, je dirais en off. On va commencer par interpeller les décideurs, les mettre au courant d'une situation quand ils ne le sont pas, leur transmettre les demandes des organisations locales, leur demander de se mettre en contact avec les organisations locales de la société civile et de prendre des mesures. C'est déjà dans un grand nombre de cas, cette démarche-là suffit, entre guillemets, à faire évoluer la situation et à ouvrir un espace de dialogue. Quand ce n'est pas le cas, là, effectivement, on passe par le biais des médias. On essaye vraiment de sensibiliser l'ensemble des citoyens, l'ensemble des consommateurs en alertant et en informant sur ce qui se passe dans les pays de production, que ce soit dans le secteur agricole ou dans le secteur industriel, pour faire pression, effectivement, et là, on s'attaque un petit peu à l'image de marque. Et ensuite, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, qui sont différentes, qui peuvent aller jusqu'à des stratégies un peu innovantes, comme récemment, on a fait contre Adidas, par exemple, ce qu'on appelle une opération de Facebook bashing, donc de pollution de la page Facebook d'Adidas. Ça faisait 2 ans qu'on essayait d'obtenir l'indemnisation d'ouvriers qui avaient été injustement licenciés en Indonésie de la part d'Adidas, qu'on n'obtenait rien de leur part et qu'ils refusaient d'ouvrir tout dialogue avec les représentants des travailleurs. On a décidé effectivement de s'en prendre vraiment à leur image de marque en appelant les gens à déposer des messages de protestation sur leur page Facebook. Ça a très très bien marché puisque pendant 1 semaine, la page Facebook a été littéralement envahie de messages de protestation se rapportant à cette situation en Indonésie. Et finalement, Adidas a accepté d'indemniser les ouvriers en reconnaissant sa part de responsabilité. Dans d'autres cas, effectivement, quand il s'agit de décideurs politiques, comme c'est le cas, par exemple, pour le Rana Plaza, c'est un processus qui est un peu plus long, effectivement, et qui est différent. C'est-à-dire on ne peut pas salir l'image des politiques, ça n'est pas une stratégie qui est valable. Donc dans ce cas-là, ça passe effectivement par du plaidoyer, par des rencontres en off, parfois pas en off, parfois c'est public. Ça peut être aussi une dénonciation de la responsabilité de ces autorités locales dans la presse, parce qu'encore une fois, la réputation compte quand même. Et le fait de mettre les politiques face à leurs responsabilités publiquement, ça compte aussi. Dans des cas comme le Rana Plaza, les politiques eux-mêmes se sentent investis de cette responsabilité immédiatement. C'est-à-dire que des milliers de morts, plus d'1 millier de morts, des centaines de blessés, une affaire qui fait la une des journaux télévisés, tout à coup, ils ne peuvent plus échapper à cette responsabilité. Donc c'est quasiment eux qui viennent vers nous pour nous demander qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est supposé faire. Maintenant, le Rana Plaza, c'est un secteur, un pays, un problème. Il y en a bien d'autres. Pour nous, c'est très représentatif et ça illustre bien les problèmes des dérives de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie, etc. dans le monde. Donc on essaye effectivement d'élargir le débat et de faire comprendre aux politiques que s'attaquer au Rana Plaza, ça veut dire aussi s'attaquer plus largement à ce problème-là, ça veut dire réguler l'activité des multinationales. Et quelle est votre marge de manœuvre, comme lorsque en Tunisie ou au Bangladesh, pour prendre les 2 exemples dont vous avez parlé, les entreprises menacent ou passent à l'action de fermer leurs usines sur place ?
Alors, il y a deux situations différentes, effectivement. Il y a la situation où nous, on intervient une fois que l'usine est fermée. Dans ce cas-là, malheureusement, on est déjà dans une situation de désespoir pour les ouvriers locaux qui n'ont plus de revenus. Donc, on est dans l'urgence. Il faut trouver un moyen de trouver des revenus pour les ouvriers et les ouvrières et pour maintenir le mouvement social, parce que c'est ça qui compte aussi. Très souvent, les entreprises, que ce soit au niveau local, les propriétaires des usines, ou au niveau international, les PDG des grands groupes qui s'y fournissent, comptent aussi sur le temps pour que les mouvements sociaux s'essoufflent. Donc ils gagnent du temps, ils peuvent avoir des stratégies très diverses, comme nous faire croire qu'ils sont dans un dialogue alors qu'en réalité ils ne le sont pas et qu'ils ne lâcheront rien. Donc nous, il faut qu'on se méfie de toutes ces stratégies, effectivement, et qu'on prenne en compte, c'est toujours notre angoisse, qu'on prenne en compte le temps qui passe. On sait aussi qu'il y a un temps pour les médias, malheureusement. Les journalistes ont besoin d'actualités chaudes, comme ils disent. Donc voilà, une actualité qui dure trop longtemps et qui n'avance pas, malheureusement, perd l'intérêt des médias. Donc nous, on perd aussi le momentum pour obtenir des avancées. Donc il y a toutes ces considérations-là à prendre en compte et c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux, réactifs et d'avoir un impact immédiatement. Après, effectivement, il y a un danger aussi auquel on est soumis, c'est qu'on peut intervenir dans des cas où l'entreprise n'a pas encore fermé. Et effectivement, en représailles ou pour se débarrasser du problème, va décider de fermer ses portes. C'est ce qu'on appelle dans le secteur textile notamment le cut and run. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. C'est évidemment une attitude extrêmement irresponsable de la part des entreprises. Donc maintenant, avec les années d'expérience, c'est aussi quelque chose contre quoi on met en garde à la fois les organisations locales qui n'auraient pas cette expérience, mais aussi les décideurs. Avant même qu'ils en aient l'idée, on les prévient qu'on ne tolérera pas une pratique de cut and run, donc on ne tolérera pas que pour se débarrasser d'un problème, tout simplement, ils décident de délocaliser leur production ailleurs ou d'arrêter de se fournir chez tel ou tel producteur. Mais vous avez les moyens de ne pas tolérer ? Alors, disons que plus on anticipe ce genre de phénomène, plus on peut les contrecarrer, effectivement. C'est ce qui s'est passé notamment au Rana Plaza. Alors, on n'est pas sorti encore de l'affaire, donc il ne faut pas crier victoire trop tôt. Mais très vite, à la suite de ce drame, il y a des entreprises et des rumeurs qui ont commencé à courir, selon lesquelles les entreprises qui se fournissaient, notamment les entreprises étrangères qui se fournissaient au Bangladesh, allaient délocaliser leur production dans d'autres pays alentours. Il y en a beaucoup qui pourraient offrir des conditions de production à peu près similaires, comme le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam ou d'autres pays de ce type-là, la Birmanie aussi. Très vite, on a alerté, notamment via les médias, en disant « ce serait une pratique totalement irresponsable après avoir exploité les ouvriers pendant des années parce que les coûts de production étaient très bas, de maintenant délocaliser et de laisser complètement tomber ces ouvriers et délocaliser la production dans des pays moins disants socialement où en plus on ne fera que déplacer le problème. Les violations seront évidemment les mêmes dans ces pays-là. » Et on a eu à déplorer qu'un seul départ officiel, qui était celui de Disney, qui a tout de suite annoncé qu'il allait arrêter de se fournir au Bangladesh. Les autres, au contraire, certains ont même réagi, comme Loblaw, par exemple, qui est une grosse marque, un distributeur canadien, qui a été un des premiers à être identifié parmi les marques clientes du Rana Plaza, s'est tout de suite prononcé en disant « l'important, c'est de rester au Bangladesh et on appelle les autres marques à rester aussi et à accompagner l'amélioration des conditions de travail ». Donc on peut, quand on anticipe suffisamment justement et quand les médias se font le relais de cette préoccupation, on peut entraver ce genre de comportement. Fanny Gallois, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Au revoir.